c'est de savoir si les agricultures du monde, je préfère dire comme ça, les agricultures, plusieurs agricultures du monde, peuvent s'adapter à ce dérèglement climatique, et est-ce que ces agricultures pourraient contribuer aussi à atténuer ce même réchauffement climatique global et donc ce dérèglement climatique. Alors, rapidement les enjeux, parce que quand même l'agriculture, c'est évidemment en premier lieu pour nourrir quand même une population croissante, c'est une alimentation saine et de qualité, assurer un revenu décent, ça va faire l'objet du débat, c'est-à-dire est-ce que ces formes d'agriculture qui permettraient de s'adapter au réchauffement climatique et de l'atténuer, est-ce qu'on pourrait garantir que ça assure un revenu décent aux agriculteurs? Sinon, ils ne vont jamais y adhérer. Je vais plaider pour des formes d'agriculture très différentes des formes d'agriculture industrielle auxquelles nous sommes souvent un peu accoutumés, mais ça ne pourra se faire, cette transition, que si on parvient à rémunérer correctement les agriculteurs pour ce faire, enrayer l'exode rural, c'est beaucoup trop de gens quittent prématurément l'agriculture dans le monde, c'est vrai chez nous, il y a un taux de chômage, mais c'est encore plus vrai où les gens rejoignent des bidonvilles, au Mexico, à Rio de Janeiro et ailleurs, sans dommage pour notre cadre de vie, c'est les algues vertes, c'est les pollutions des nappes phréatiques, c'est est-ce que l'eau du robinet est potable, et puis sans préjudice pour les générations futures. Je dirais que les objectifs qu'on peut se donner à ces agricultures, c'est quand même ça, ces objectifs-là. Il faut tout faire. Quand on dit les politiques doivent mettre des priorités, je suis désolé, non, il faut arriver à satisfaire tous ces objectifs d'une seule fois avec des formes d'agriculture qui seront donc plus adaptées au réchauffement climatique et qui permettront en plus de l'atténuer. Alors ce réchauffement climatique global, vous savez que ce n'est pas qu'un réchauffement. Vous savez aujourd'hui que ça y est, les climato-sceptiques sont quand même devenus très peu nombreux. Il y a 30 ans, on nous disait ce n'est pas statistiquement avéré, ce n'était que des prédictions scientifiques modélisées. Et la synthèse dans le premier rapport du groupe interétatique du climat, donc la synthèse était sortie, il nous prédisait ce réchauffement climatique. Certains nous disaient mais ce n'est pas statistiquement avéré, aujourd'hui c'est statistiquement avéré. La date des vendanges en France, elle est bien, en moyenne, statistique, une dizaine de jours plus précoce, ça dépend des régions, que dans les 30 années antérieures. Et le dérèglement climatique, une intensité et une fréquence accrue des accidents climatiques extrêmes, les sécheresses, les inondations, les grêles, les gelées. Même en Bretagne, il pourrait y avoir des gelées terribles si le Gulf Stream ne parvient pas à rejoindre le littoral, ce qui est quand même dans les prévisions. Ce n'est pas encore évidemment avéré statistiquement, mais la Bretagne pourrait connaître des gelées comme on n'a jamais connues à cause du réchauffement. Ça peut paraître paradoxal, mais il faut se préparer à ça. Alors, je passe rapidement sur beaucoup de considérations qui rendent difficile et satisfaire les objectifs et s'adapter à ce contexte. On parle beaucoup d'épuisement des énergies fossiles. Sachez que l'une des grandes inquiétudes que nous avons aujourd'hui en agriculture, c'est les mines de phosphate. On annonce que les coûts d'exploration ou d'exploitation de nouvelles mines de phosphate va devenir hyper coûteux. Donc là, il va falloir trouver des solutions adaptées. Voilà, donc ça, c'était mon introduction. Je passe un peu vite sur les erreurs du passé, que j'appelle comme erreurs du passé, ces erreurs de notre agriculture industrielle. Alors, l'idée, elle était bien de nourrir une population croissante, elle était bien, puisque la faim et la malnutrition dans le monde, on parle à l'échelle mondiale, c'est d'abord la pauvreté. C'est pas qu'on manque de nourriture aujourd'hui dans le monde, mais c'est qu'il y a des gens trop pauvres qui ne parviennent pas à acheter une nourriture surabondante, et cet excès de nourriture, il est acheté par des riches qui mettent au frigo, ils remettent à la poubelle sans avoir même déballé parce que la date de péremption est passée. C'est des grandes et moyennes surfaces qui ont bazardé parce que ce n'était pas bien calibré. C'est de l'alimentation qui échappe à des pauvres Brésiliens dans les bidonvilles parce que leur soja brésilien est exporté pour nourrir nos cochons, nos volailles en Bretagne. Donc c'est une surconsommation peut-être de viande, de protéines animales et qui eux-mêmes, ces animaux consomment des productions végétales qui pourraient servir de nourriture à des pauvres. Donc l'adaptation de l'agriculture, ce sera aussi éviter les écarts de revenus considérables à l'échelle mondiale. Ce sont des agronomes à qui on a dit qu'il fallait mettre des variétés à plus haut potentiel génétique de rendement, mais des variétés passe-partout, parce qu'il fallait amortir la recherche agronomique sur de très vastes surfaces
Et donc, il fallait des variétés à haut potentiel génétique de rendement, mais passe-partout. Et donc, on a retiré tous les gènes d'adaptation à des considérations très locales. Donc, là où autrefois les paysans sélectionnaient des variétés en grand nombre, adaptées à chacun de leur environnement, on demande aujourd'hui aux agriculteurs d'adapter leur environnement, l'écosystème, ce que je vais appeler agroécosystème, les écosystèmes agricoles, donc d'adapter tous ces environnements à un très faible nombre de variétés. C'est-à-dire qu'il faut bâtir des écosystèmes agricoles totalement artificialisés qui ressemblent à la station expérimentale. Que vous soyez dans le Nord-Pas-de-Calais, que vous soyez en Camargue, que vous soyez dans l'Arkansas, s'il vous plaît, on va valoriser ces variétés pour lesquelles on a fait de gros efforts en recherche génétique. Donc cette recherche, toutes choses égales par ailleurs, nous amène à des erreurs d'une agriculture que vous devinez donc déjà avec des écosystèmes où il y a très peu d'espèces, très peu de variétés, et les écosystèmes les plus fragiles sont ceux qui sont effectivement les plus simplifiés. Et donc notre agriculture a simplifié ces agroécosystèmes, et pour produire au moindre coût monétaire, parce qu'il fallait quand même que les pauvres puissent avoir accès à cette nourriture, on a motorisé, mécanisé, chimisé, robotisé, on a remplacé des gens par des machines. Du coup, il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui au chômage dans les populations en particulier du Sud, qu'on qualifiait du tiers-monde autrefois. Ce n'est pas génial pour que tout le monde puisse nourrir correctement, et on découvre que le lait pas cher, il nous coûte très cher, parce qu'on paye des impôts pour retirer les algues vertes. Le pain pas cher nous coûte très cher, parce qu'on paye l'eau potable pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet. On le paye. Évidemment, ce n'est pas dans le prix du produit. Donc les économistes appellent ça des externalités négatives, c'est-à-dire des coûts qui ne sont pas dans le prix du produit. Mais c'est vrai que notre agriculture industrielle est arrivée à produire massivement, de façon spécialisée, à la Bretagne l'élevage, au bassin parisien les céréales, au Languedoc les vignes, et au Brésil le soja. À l'échelle mondiale, il y a bien eu une spécialisation des agricultures selon ce qu'on appelait les avantages comparatifs. Ça c'est la théorie économique, Ricardo, les néoclassiques qui vous disent les pays pauvres là-bas, ils n'ont pas à produire des vivres, ils travaillent à la main, ils ne sont pas compétitifs, il faut qu'ils achètent les vivres dans des pays industriels comme l'Europe, les États-Unis, la Russie, l'Ukraine, à bas prix, et ils produiront, eux, du café, du cacao, et c'est comme ça qu'ils pourront manger. Sauf qu'on découvre que tout ça est très faux, et qu'eux-mêmes, quand ils se sont spécialisés dans le café et le cacao, quand arrive une maladie, la rouille du café, c'est la catastrophe, des revenus absolument pas résilients. Cette agriculture industrielle n'est pas du tout adaptée au dérèglement climatique parce qu'elle est trop spécialisée. Et donc l'agriculture moderne de demain, qui va devoir s'adapter au réchauffement climatique, à un climat de plus en plus aléatoire, de plus en plus imprévisible, va être une agriculture plus diversifiée, au risque de rappeler le vieil adage paysan, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et la question maintenant est de savoir si une agriculture diversifiée, qui assurerait un revenu résilient aux agriculteurs, qui assure aussi une résilience des écosystèmes. Parce que tous les écologues, que ce soit les écologues qui s'intéressent aux écosystèmes naturels ou aux écosystèmes agricoles, vous le diront, les écosystèmes les plus fragiles, c'est les écosystèmes les plus simplifiés. Et par contre, les écosystèmes les plus résilients sont ceux où il y a un grand nombre d'espèces et de variétés dans un même... Alors, est-ce que c'est un même champ ? Est-ce que c'est une même ferme? Est-ce que c'est un même terroir? Évidemment, ces questions-là se posent, mais globalement, l'agriculture moderne de demain qui pourrait s'adapter au réchauffement climatique, et on va voir, pourrait contribuer à l'atténuer, va être une agriculture redoutablement diversifiée. Alors, vous commencez à deviner, moins industrielle, plus artisanale, plus soignée, plus bichonnée, plus intensive en travail, plus intensive en emploi, au kilomètre carré, ce qui n'est peut-être pas idiot, dans les pays où il y a beaucoup de chômage, mais par contre, si ce travail n'est pas correctement rémunéré, toujours pareil, revenu décent des agriculteurs, nous n'y parviendrons pas. Ce sera, je pense, le débat. Voilà, alors je passe un peu vite sur cet agriculteur. Quand je prenais la photo de cette charrue 2 fois 12 socs et que je prenais la photo, il était très fier, il voulait qu'on prenne un selfie. Et je disais, non, mais vous ne savez pas l'usage que je vais faire de la photo, j'étais obligé de flouter mon image. Parce que là, le labour, votre labour, il détruit l'humus des sols, et le carbone qu'on a réussi à séquestrer dans l'humus des sols va retourner l'état de gaz carbonique, et comme il retourne l'état de gaz carbonique, vous contribuez à l'effet de serre, c'est peut-être pas génial. Alors évidemment, il avait déjà entendu parler qu'il y avait des techniques qu'on appelle techniques culturales simplifiées, zéro labour et autres.
J'ai évité de lui poser la question « Comment vous labourez dans les coins? Est-ce que vous maintenez des haies ?» Parce que là, il m'aurait pris pour un écolo, barjot, chevelu, je ne sais pas quoi. Mais lui disait « Écoutez, moi, j'arrive à produire à bas coût. Et quand j'arrive à produire à bas coût, c'est ce qui me permet d'exporter à très faible prix pour nourrir le tiers-monde, pour nourrir les pays du Sud. » Il oubliait que son blé concurrence le mil, le sorgho, le quinoa, le teff, les leusines, le manioc. Les gens qui travaillent à la main, en concurrence avec de la farine de blé importée, sont condamnés à la faillite, rejoindre des bidonvilles, et là, ils ne peuvent même plus manger ce que leur pays produit. Donc, juste pour dire ça, bon, les labours tamisés en Picardie, c'est pas génial. L'irrigation ou la moitié de l'eau ici, ça va truc. Là, éventuellement, fermez vite les fenêtres de votre cuisine. Vous pouvez être ingurgité du glyphosate. Ça, c'est interdit, mais c'est pris en France. Mais il y a une dérogation pour qu'on puisse quand même pulvériser avec l'hélicoptère. Ça, c'est le robot de traite. Le robot de traite, c'est la vache qui décide de se faire traire quand elle veut, même à 1h30 du matin, quand le fermier dort. Mais évidemment, c'est très hautement productif, ça allège la pénibilité du travail, hein, là il nous faut être très clair, mais évidemment c'est très coûteux, il faut accroître la taille du troupeau, l'agriculteur est stressé, mais c'est vrai que le matin, quand il se réveille, il a le litrage, il a le taux de beurre, enfin le taux de matière grasse dans son lait, il a le taux de protéines dans son lait, tout ça sur son écran. Et c'est le robot qui a repéré la vache, qui a lavé la mamelle, qui a trait et qui a fait toutes les analyses en question. Évidemment, vous allez me dire, c'est énormément de progrès. Ben oui, mais justement, ce n'est pas adapté parce que cet agriculteur ne fera que du lait. Il fera y compris de la poudre de lait, parce qu'on a dit qu'il fallait exporter de la poudre de lait pour nourrir les petits Chinois. Et du coup, on découvre aujourd'hui que les Chinois avaient investi dans l'usine de déshydratation du lait. Alors de plus, ces vaches produisent beaucoup de lait, mais ce lait, c'est de l'eau. Maintenant, le déshydrater pour fabriquer de la poudre, envoyer ça en Chine, alors que les Chinois ont investi aussi en Nouvelle-Zélande, et qu'en Nouvelle-Zélande, il y a moins d'hiver, moins de foin, moins d'ensilage à faire, donc ce n'était pas compétitif. Je peux vous assurer que des paysans bretons, aujourd'hui endettés jusqu'au cou, qui ont investi dans des robots de traite avec un troupeau agrandi, ils ont investi dans des bâtiments à qui on dit l'usine n'est pas rentable, ou plus exactement les Chinois ont refusé ça, une coopérative dont les comptes sont plombés, et on leur dit maintenant votre coopérative, votre capital investi dans la coopérative ne vaut plus rien. Il y a quelques raisons de voir que ce n'est pas très résilient, et il y a un taux de suicide dans l'agriculture française qui est quand même assez considérable. Ça, c'est de la pub pour le tourisme en Bretagne. Voilà, juste pour vous dire quand même que même en termes monétaires, cette agriculture industrielle, si vous regardez la production agricole, je ne sais pas si on voit, alors non, excusez-moi, en tout cas, vous voyez que ce qu'on appellera la valeur ajoutée nette de l'agriculture, c'est-à-dire la création de vraies valeurs de l'agriculture, ne cesse que de s'effondrer. Non pas que la production agricole a diminué, mais les coûts des consommations intermédiaires, donc évidemment les carburants, les phosphates dont je parlais, là, les pays qui ont des mines de phosphate nous font déjà payer très cher cette perspective de pénurie. Voilà. Alors, on va positiver, si vous êtes d'accord. Quelle est la forme d'agriculture qui va permettre et de satisfaire tous ces objectifs et de s'adapter au nouveau contexte et donc s'adapter au réchauffement climatique et l'atténuer? Je dirais que c'est une agriculture qui pourrait être inspirée d'une agroécologie que je qualifie volontiers momentanément, si vous m'autorisez, d'agroécologie scientifique. Nous sommes plusieurs à avoir été dans le débat antérieur au musée, où on voyait bien qu'il y avait l'écologie scientifique, l'écologie politique. On dit que l'écologie, c'est la science des agroécologues, donc logique, des éco, c'est l'habitat. Et le débat portait un peu, est-ce que l'habitat, c'est seulement les grenouilles, les perdrix, l'environnement, ou est-ce que c'est aussi nos voisins? C'est-à-dire, est-ce que dans l'écologie, il ne pourrait pas y avoir une éthique? Et certes, il y a aussi une écologie politique, hein, et je partage les deux points de vue, mais momentanément, là, et après, évidemment, dans le débat, on sera de nouveau dans le politique avec un P majuscule, mais je voudrais parler strictement là en termes des scientifiques qui essaient de rendre intelligible le fonctionnement et la complexité de ces écosystèmes agricoles, d'écosystèmes qui ne sont plus complètement naturels, ça il nous faut le reconnaître. J'étais intervenu dans le débat ultérieurement pour dire la rizière. Moi, la première fois que j'ai travaillé dans un paysage de rizière, je vais vous dire, on m'avait enseigné qu'il y avait du riz, qu'il fallait accroître le rendement du riz, et ces femmes malgaches m'ont vite appris, mais attendez, monsieur Duffy, mais regardez, dans la rizière, il y a des canards, il y a des escargots, il y a des grenouilles, il y a des poissons, et vous, avec vos pesticides, vous êtes en train de tuer nos grenouilles, nos canards, etc. Et regardez bien, les canards, ils sont en train de picorer ce que vous appelez la mauvaise herbe, qui est une herbe concurrente. Les canards sont en train de picorer l'insecte prédateur, la cicadelle. Moi, c'est des femmes malgaches analphabètes
qui m'ont initié, moi qui étais agronome, hein, nomo, c'est la norme. Je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais ce qu'était une mauvaise herbe, je savais ce qui était bien, le meilleur, je savais ce qui était mauvais, la mauvaise herbe. Connaissant le bien et le mal, j'étais proche de Dieu. Alors, ces femmes malgaches m'ont raconté que j'avais tout faux. Et elles m'ont été très utiles. Et aujourd'hui, il faut essayer de convaincre un très grand nombre d'agriculteurs et de décideurs politiques que nous avons tout faux. Mais la meilleure façon de montrer, c'est qu'il y a des alternatives. Alors, rapide petit cours d'agroécologie, si vous me supportez encore. Eh bien, dans l'alimentation, ça c'est Gilles Fumet qui pourrait vous en parler encore mieux, il faut que ce soit bon, qu'on apprécie le repas, comme ça on digérera bien. Il ne faut pas avoir d'angoisse sur la nourriture, mais il faut quand même des repas équilibrés, des calories, l'énergie, des protéines, des minéraux, des vitamines, des fibres, des antioxydants. Et si on pouvait avoir une ration équilibrée tous les jours, ce serait quand même pas mal. Alors, la première nécessité, la première de toutes les nécessités, c'est quand même l'énergie. Il nous faut au moins ingurgiter tous les jours 2200 kilocalories, sinon on a faim, et surtout, on n'a pas trouvé dans l'alimentation l'énergie qu'on pourra dépenser au travail, dans les loisirs, dans les déplacements. Les gens qui ont faim ne peuvent pas développer de l'énergie au travail, dans les déplacements, dans les loisirs. Et ça, il nous faut donc tous les jours ingurgiter au moins ces 2200 kilocalories. Mais la très bonne nouvelle, la première très bonne nouvelle, qui devrait vous rendre techniquement en tout cas optimiste, c'est que l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation, tout le monde le sait, ça nous vient du soleil. C'est la plante, avec sa feuille verte, qui intercepte l'énergie solaire et transforme ça en énergie alimentaire. Les scientifiques appellent ça photosynthèse. Eh bien, je proposerais volontiers que l'agriculture moderne de demain fasse un usage très intensif à l'hectare, et je fais exprès de prononcer le mot intensif, peut-être que dans le débat vous réagirez, mais on va faire un usage intensif de ce qui ne coûte rien, c'est gratuit l'énergie solaire. Alors par contre, l'accès au terrain, là, oui, hein, les gens se le disputent, notamment en périphérie des villes. Il y a peut-être des gens de l'association Terre de Liens qui essayent d'installer des jeunes agriculteurs pour qu'ils fassent de l'agriculture biologique. Ça, c'est coûteux. Mais une fois qu'on a un terrain, alors on n'est pas non plus obligé de bitumer. Hein. Je vous ai évité la photo de Leclerc là, tout à l'heure et de son parking, mais on n'est pas obligé de bitumer les meilleures terres agricoles. Attention, en Chine, Shanghai, Pékin, Hanoï au Vietnam, ils sont en train de bitumer les terres de rizières les plus fabuleuses qui soient. Hein. L'urbanisation extrêmement rapide dans ces pays où l'agriculture est un peu en faillite parce que concurrencée avec nos excédents, aboutit à une bétonisation de nos terres agricoles. Ça, c'est pas génial. Mais alors, quand on a un terrain agricole, plus un rayon du soleil doit tomber à terre. Terminé. L'agriculture moderne de demain, elle va associer plusieurs cultures dans un même champ pour qu'effectivement, le rayon du soleil qui ne tombe pas sur la feuille de blé tombe sur la feuille de lentillon. Dans la Brie, je connais des gens qui sèment des lentillons entre leurs rangées de blé. Et puis, vous avez peut-être vu le film de Marie-Monique Robin, Moisson du futur, la milpa, les Mexicains, il y a le maïs, il y a le haricot, et il y a toujours une pastèque, un concombre, une cucurbitacée, une plante rampante qui vient intercepter les derniers rayons du soleil qui ne sont pas tombés à terre. On est dans la géographie là, de la parcelle, hein, là, vraiment. Mais l'idée, elle est bien celle-là, que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes. Il faut que ce soit vert, une feuille morte ne fait pas la photosynthèse. Des feuilles vertes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire, association de cultures. Y compris dans notre pays, nous allons être contraints d'associer plusieurs cultures dans les mêmes champs. Il faut le dire déjà, il y a urgence, quand même il y a une urgence climatique, hein, et une urgence d'adaptation. Et associer plusieurs cultures, c'est aussi un peu minimiser les risques. Hein. Si ce n'est pas conforme totalement à ce que voudrait le blé, au moins on arrive à sauver le lentillon, ou l'inverse. Et quand vous avez 3 cultures, ça peut être le pommier dans la prairie, il peut y avoir des cultures dans la haie bocagère et ce genre de choses. Mais l'idée, c'est couverture végétale maximale et la plus permanente possible, c'est-à-dire hiver, printemps, été, automne. Alors sous la neige, il n'y aura pas de photosynthèse, j'en conviens, mais on essaye de maximiser la surface végétale verte. Alors maintenant, il faut dire honnêtement, cette énergie que j'appelle kilocalories, c'est ce que vous appelez sucre, amidon, huile, les lipides. Ce sont des hydrates de carbone. Et la plante a impérativement besoin de trouver du carbone. Et comme vous le savez, la plante, où trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère.
Et je vous pose la question, y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vous vois sourire, vous me dites qu'il y en a trop. Alors si vraiment les agriculteurs peuvent effectivement faire en sorte que la plante intercepte le gaz carbonique, prend le carbone, libère l'oxygène, ça n'a jamais fait de mal à nos poumons, et avec ce carbone, fabrique du sucre, fabrique de l'amidon, fabrique des lipides, fabrique pourquoi pas de la paille, fabrique des racines, qui après récolte, ça va se décomposer, ça va fabriquer de l'humus, et séquestrer du carbone dans les sols, écoutez, je suis pour l'agriculture intensive. D'ailleurs, je suis contre l'agriculture extensive, qui a besoin toujours de plus grandes extensions, aux dépens de la forêt amazonienne, aux dépens de la forêt de Bornéo, aux dépens de la forêt congolaise. C'est-à-dire que nos poulets bas de gamme, de 40 jours, qui sont élevés avec du soja brésilien, mais c'est un élevage extensif, qui a exigé de grandes extensions, aux dépens de la forêt amazonienne, contribution à l'effet de serre. Alors ça, c'est terminé. On va changer. On va désormais changer notre façon de nourrir nos poulets, nos ruminants et nos élevages. Ce ne sera pas avec du soja et de la déforestation importée, comme disent certains, en tout cas une déforestation qui est bien réelle là-bas au Brésil ou ailleurs. Ça, c'est du passé. Mais alors, par contre, la vraie question, c'est que cette couverture végétale verte, pour qu'elle produise ces hydrates de carbone, il faut quand même que le gaz carbonique, le dioxyde de carbone, le gaz carbonique rentre dans la plante. La plante va prendre le carbone, va relibérer l'oxygène par les mêmes petits trous. Et il faut que les petits trous par lesquels le gaz carbonique rentre dans la plante restent ouverts le plus longtemps possible. Ça, c'est les feuilles vertes qui transpirent. Parce que figurez-vous, la plante, elle est comme nous. Plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Nous, il nous faut boire tout de suite, sinon on a de la fièvre, on se déshydrate, on meurt. La plante, elle a cette capacité que nous n'avons pas, nous les humains, quand elle manque d'eau dans le sol, puisqu'elle trouve l'eau de pluie qui est stockée dans le sol, quand parce qu'il y a eu une sécheresse, eh bien, elle ne trouve pas assez d'eau dans le sol, la plante a quand même cette capacité que nous n'avons pas d'arrêter de transpirer en fermant les petits trous en question pour conserver son eau et ne pas se déshydrater. Sauf que voilà, quand elle ferme les petits trous par lesquels elle transpire pour ne pas se déshydrater, eh bien, elle ferme les petits trous par lesquels le gaz carbonique rentrait et relibérait l'oxygène. Donc vous voyez le maïs, pour parler, ce ne sera pas ici, ce sera le sud-ouest, mais le maïs, culture tropicale, vous savez que sous les tropiques, la pluie tombe en saison chaude. Mais le maïs dans nos pays, où au contraire la saison des pluies, c'est plutôt de l'automne au printemps, et au mois d'août, il pleut très peu, ben écoutez, ce maïs, alors évidemment, l'hiver, le sol est à nu, les rayons de soleil tombent à terre, c'est pas génial. Avril-mai, ça y est, on a semé le maïs, mais avec ces grands écartements, encore des rayons du soleil qui tombent à terre, c'est pas génial. Et quand au mois d'août, ça y est, enfin le maïs recouvre la surface du sol, les rayons du soleil tombent tous sur la feuille du maïs, sauf que le maïs, il ne transpire plus, il n'a pas assez d'eau dans le sol, et ça ne sert pas à la photosynthèse. Alors vous allez me dire, c'est pas grave, on va pomper dans la nappe phréatique. Oui, ben elle descend. On va pomper dans les rivières. Oui, ben il n'y a plus de poissons. Alors ça, c'est du passé, c'est désuet, mais pourquoi avoir fait remonter aussi loin au nord une culture tropicale, y compris jusque les Flandres belges, je veux dire, donc c'est évidemment fondé par l'agriculture industrielle qui était capable à produire en coût monétaire au moindre coût, on est bien d'accord, avec par contre tous les autres coûts qui ne sont pas dans le prix du produit, mais considérer que ça, c'est désuet, il va falloir désormais, effectivement, alors d'abord surtout, stocker le maximum d'eau dans les sols. C'est-à-dire que, et ça veut dire que plus rien ne doit ruisseler. Donc on va remettre des haies. Moi, je ne veux plus voir l'eau de pluie. Toute l'eau de pluie doit être emmagasinée dans le sol. Le surplus rejoindra la nappe phréatique, mais toute l'eau doit s'infiltrer dans le sol pour être stockée et disponible pour les plantes, même au plein mois d'août, quand il commence à faire très sec. Voilà. Et alors évidemment, la couverture végétale, les associations de culture, c'est encore mieux, parce que le petit filet d'eau, il n'a même pas le temps de prendre de la vitesse et du poids. Donc l'association végétale, c'est aussi pour empêcher le ruissellement. L'eau finira quand même par s'infiltrer. Il faut que le sol soit poreux. Moi, on m'enseignait le labour quand j'étais jeune étudiant. Maintenant, j'enseigne le zéro labour. Enfin, ou en tout cas un minimum de travail du sol. Mais comment le sol peut-il être, à cause de l'oxydation du carbone et du gaz carbonique, mais comment un sol peut-il être poreux si je ne laboure pas? On fera confiance aux vers de terre, on fera confiance aux cloportes, aux colamboles, à la biologie des sols, à une condition, qu'on ne lui mette pas des produits pesticides. Parce que sinon, les vers de terre ne vont pas survivre.
Le labour aussi fait du dégât aux vers de terre, ça on le convient. Mais donc là, on va commencer à devoir s'interdire un certain nombre de produits chimiques qui peuvent porter atteinte à la biodiversité des sols, qui rend le sol poreux, qui permet à l'eau de s'infiltrer et qui accroît donc la durée de transpiration et donc la durée de photosynthèse. Et maintenant, vous voulez que l'eau qui s'est infiltrée reste à hauteur des racines, ça c'est le taux d'humus. C'est l'argile et l'humus qui retient l'eau de pluie dans le sol et qui fait que tout ne rejoint pas tout de suite la nappe phréatique, que seul le surplus rejoint la nappe phréatique. Et l'argile, on ne peut pas enrichir un sol en argile, un sol sableux restera un sol sableux. Mais l'humus, par contre, vous pouvez le fabriquer, vous pouvez le renforcer, accroître le taux d'humus et ne pas le détruire. Alors ne pas le détruire, c'est éviter l'excès de travail du sol, éviter d'aérer trop. Il faut quand même qu'il soit aéré le sol, mais pas trop, parce que sinon le carbone retournera à l'état de gaz carbonique. Et accroître un taux d'humus, on a déjà dit, c'est le carbone du gaz carbonique qui était dans la paille, qui était dans les racines, et les microbes vont commencer à décomposer ça pour fabriquer de l'humus. Petit détail, c'est l'humus, c'est 50% de carbone, mais c'est quand même 5 à 6% d'azote. Et le microbe, après la récolte, pour décomposer la paille et les racines, pour fabriquer de l'humus, si à ce moment-là précis, il manque d'azote, eh bien, il ne peut pas fabriquer de l'humus. Il ne peut pas commencer à décomposer tout ça. Et du coup, y compris le carbone de la paille risque de retourner à l'état de gaz carbonique. Donc on a quand même besoin d'un peu d'azote dans l'agriculture pour fabriquer de l'humus. Mais on a surtout besoin de beaucoup d'azote dans l'agriculture pour fabriquer des protéines. Parce que je vous disais, la première nécessité, c'est les kilocalories, c'est la photosynthèse, et là on a vu, c'est la gestion de l'eau qui est le facteur délicat, stocker le maximum d'eau à disposition des plantes pour qu'elles puissent allonger sa transpiration et la durée de sa photosynthèse. Mais les protéines, c'est des hydrates de carbone sur lesquels on rajoute de l'azote. Mais la troisième bonne nouvelle quand même, c'est que l'azote de nos protéines, d'où cela vient-il? De l'air. Quel pourcentage d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi? 79%. Donc il n'y a pas de pénurie avant des siècles. Donc on va faire un usage intensif de l'azote de l'air pour que les plantes puissent nous fabriquer des protéines. Mais là, je ne vous cache pas, c'est la difficulté, c'est que rajouter de l'azote, un hydrate de carbone pour fabriquer une protéine, c'est coûteux en énergie. Et il y a donc bien deux méthodes aujourd'hui. Il y a la méthode de l'agriculture industrielle. On veut qu'un blé soit riche en protéines, on va lui apporter des engrais azotés de synthèse, vous appellerez ça urée, ammonitrate, attention, ça explose, du sulfate d'ammonium. Eh bien, c'est coûteux en énergie fossile. En France, nos engrais azotés sont fabriqués avec du gaz naturel russe ou norvégien. Énergie fossile. Donc vous avez compris, tout ça, c'est désuet. C'est l'agriculture désuète qui utilise des engrais azotés de synthèse très coûteux en énergie fossile et en plus très émetteurs en protoxyde d'azote. Et, sachez-le, dans l'agriculture, il y a 3 gaz qui sont à l'origine du réchauffement climatique. C'est le gaz carbonique, on en a parlé, éventuellement le labour, mais par contre on peut séquestrer du carbone dans les sols, on peut faire l'inverse. C'est le méthane, le rumen des ruminants, les rots de nos vaches, mais la principale contribution de l'agriculture française au réchauffement climatique, c'est le protoxyde d'azote. C'est quand on épand les engrais azotés de synthèse. Donc tout ça considéré que c'est désuet. Alors par contre, l'alternative, tous les agriculteurs du monde entier le connaissent. En France, en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou ailleurs, vous appellerez ça des légumineuses, des luzernes, des trèfles, des sainfoins, des lotiers, des vesses pour nourrir des vaches, des chèvres et des brebis. Vous appellerez ça des lupins, des sojas, la févrole, du pois fourragé pour nourrir nos cochons et nos monogastriques, enfin les volailles. Et puis, vous appellerez ça lentilles, haricots, petits pois, fèves, pois chiches, légumes secs, riches en fibres, moins de cancer du côlon, tous ces légumes secs dans notre alimentation qui peuvent nous fournir des protéines. Et comment ont été fabriquées ces protéines? Figurez-vous que ce sont des microbes qui sont venus s'incruster dans la racine de la légumineuse, de la plante en question. Et ces microbes utilisent évidemment l'énergie de la photosynthèse, donc c'est de l'énergie solaire qui a été transformée en sucre, en carbohydrate, en hydrate de carbone, et ensuite cette énergie, le microbe va l'utiliser pour proliférer et pour prendre l'azote, fabriquer la protéine et refile l'acide aminé, le premier élément des protéines, à la légumineuse qui sera riche en protéines et évidemment
fabriqués avec de l'énergie solaire, puisqu'en définitive, c'est bien l'énergie de la photosynthèse qu'ont utilisé ces microbes pour nous fournir des protéines. Donc ce ne sera plus d'énergie fossile, et c'est bien moins émetteur de protoxyde d'azote, les légumineuses, que les engrais azotés de synthèse. Et vous appellerez ça arachide au Sénégal, niébé au Mali, pois Congo en Haïti. Aucun pays du monde ne manque de plantes de l'ordre des légumineuses pour fabriquer des protéines. Voilà, usage de l'azote de l'air. Gestion des cycles du carbone et de l'azote en association. Eh bien oui, c'est le cycle du carbone, donc c'est l'azote, c'est la photosynthèse. Le cycle de l'azote, c'est les légumineuses, et très étroitement associés. D'ailleurs, l'agriculteur qui est dans l'abri met des lentillons entre ses rangées de blé, après récolte. Le microbe trouve le carbone de la racine du blé, il trouve l'azote de la racine du lentillon, qui est une légumineuse, il a un bon dosage carbone-azote et fabrique de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et j'ai coutume de dire pourtant, je suis un ardent défenseur du fumier. S'il vous plaît, pour des raisons objectives, c'est que le fumier, c'est comme le carbone de la paille, la litière, et l'azote de l'urine. Et je trouve que de remettre les animaux sur la paille en Bretagne plutôt que de les laisser sur le béton, laisser les vaches produire plutôt du fumier plutôt que du lisier, qui s'écoule et va fertiliser des algues vertes, produire du fumier, piéger l'azote dans le fumier, et avec le carbone, remettre ça dans le sol et fabriquer de l'humus, je trouve ça bien plus intelligent que notre agriculture industrielle. Donc on va remettre les animaux sur la paille, on va refabriquer du fumier, on peut le composter, après il y a mille et une façons d'associer étroitement carbone et azote, mais oui, donc réassocier agriculture-élevage. Alors par contre, il faut quand même que je vous laisse le temps de poser des questions. Cette agriculture moderne dont je parle, il lui faut quand même trouver des éléments minéraux. Plus on prend des éléments minéraux, vous savez, le calcium pour les os, le potassium, le phosphore, dont on va beaucoup parler, les oligo-éléments, plus on en prend dans le sol pour en manger, plus il faut envisager d'en remettre. Alors le calcium des falaises calcaires, il y en a encore en pagaille, ce n'est pas le problème. Mais le phosphore, je vous l'ai dit, là il y a de très réelles inquiétudes. Alors évidemment, si déjà on peut ne pas gaspiller, et c'est un peu comme pour l'azote, que le phosphore de nos urines et des effluents d'élevage n'est pas fertiliser les algues vertes, mais retourne avec le fumier dans le sol, économie circulaire de dernière minute, mais de le recycler, c'est déjà bien, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut trouver du phosphore ailleurs que dans les mines de phosphate. Alors, il y a quand même une réponse positive. Il y en a, oui. Est-ce qu'il y en a beaucoup? La réponse est quand même oui. Mais il y a oui, mais. Où ça? Eh bien, entre nous, ici, surface, et le magma, ces roches-mères, hein, le grès, le schiste, le granit, vous le savez, ben c'est d'ailleurs ça qui est à l'origine des éléments minéraux qu'on trouve dans le sol. Mais tous les jours, cette roche-mère est altérée par le climat. Tous les jours, cette roche-mère libère des éléments minéraux qui ne sont pas accessibles à des racines de blé, de sorgho ou de quinoa, parce que c'est en sous-sol. Par contre, si vous avez des arbres qui vont aller chercher ça en sous-sol, ça va remonter avec la sève, ça va aller dans la feuille, et la feuille de menthe va tomber à terre et fertiliser votre terrain agricole, alors ça y est, vous cherchez les éléments minéraux en profondeur, ils ne vont pas rejoindre d'ailleurs la mer avec les nappes phréatiques, hein, ils vont être interceptés par l'arbre et fertilisés. Oui, on va remettre des pommiers dans la prairie, on va réembocager nos parcelles, les arbres peuvent jouer un rôle fertilitaire, et si ces arbres non plus, c'est des légumineuses, ça va apporter de l'azote avec leurs feuilles, enfin je veux dire, ça s'appelle agroforesterie, culture sous parc arboré, réembocagement. Après, l'agroécologie scientifique, elle aide à tenir compte des agroécosystèmes locaux. Hein. Donc moi, je vous donne des principes généraux, mais après, ça s'adapte aux conditions, évidemment, locales. On va quand même voir quelques photos. Mais donc, et alors en plus, aujourd'hui, alors là, c'est le nec plus ultra de l'agriculture moderne de demain, on connaît des champignons. Excusez-moi, c'est jargonneux. On les appelle champignons mycorhiziens. Vous connaissez la truffe parce que vous êtes gourmet. Mais ces champignons mycorhiziens sont comme la truffe, ils s'incrustent dans la racine de l'arbre et ils s'incrustent aussi dans la racine de la plante annuelle, en tout cas d'un très grand nombre de plantes annuelles. Ils vont en tirer l'énergie de la photosynthèse, pour développer un mycélium. Vous savez, c'est ce moisi, ces éléments extrêmement fins, et tellement fins ces éléments de mycélium que le champignon mycorhizien est capable d'aller débusquer des éléments minéraux qui sont déjà dans la couche superficielle du sol, hein, dans la couche arable, hein, c'est comme ça qu'on dit, et ils y arrivent à les débusquer, les extraire et les refiler à la plante dont ils avaient tiré l'énergie. Hein, c'est une symbiose, un peu comme pour l'azote tout à l'heure. Et du coup,
Ben oui, on peut effectivement fertiliser par des voies donc, que vous voyez bien biologiques, avec des éléments minéraux qui étaient là dans la couche arable. Mais ces mêmes champignons mycorhiziens, quand c'est des racines d'arbres, sont aussi capables d'aller chercher en pourcentage très fort les éléments minéraux quand la roche-mère est altérée. Et bien donc voilà, écoutez la réponse à la question. Alors en plus, quand vous avez vous avez ressuscité des abeilles, et les abeilles vont féconder le tournesol, le colza, le pommier, le poirier. Mais vous avez réhabilité aussi les coccinelles qui vont s'attaquer aux pucerons. Vous ne mettrez plus de pesticides. Et dans la bande enherbée, vous aurez des carabes qui vont s'attaquer aux limaces. Vous ne mettrez plus de pesticides. Et dans les hautes tiges, vous aurez des mésanges et elles vont s'attaquer aux larves du capocaps. Et du coup, vous aurez des pommes sans produits pesticides et sans vers. Mais ça, il faut par contre réhabiliter une énorme biodiversité. Et vous avez vu donc que le plaidoyer pour une agriculture moderne capable de s'adapter, évidemment, ça va être les associations de culture, les rotations longues. Vous avez la jaunisse à la betterave. Eh bien, écoutez, ne semez pas autant de betteraves dans le même territoire et surtout, ne répétez pas trop souvent la culture de betterave dans la rotation, sinon les pucerons vont proliférer. Et c'est eux qui sont à l'origine du virus de la jaunisse de la betterave. Mettez la betterave qu'une année sur 6, mais pas tout une année sur 3. Et vous aurez moins. Donc c'est cette diversification qui va permettre de s'adapter au dérèglement climatique et à tous les déséquilibres écologiques qui résultent de ce réchauffement climatique. Et maintenant, il y a urgence. Parce qu'avec le dérèglement climatique, on commence à étudier les migrations des espèces sauvages. Et vous savez qu'il y a certains oiseaux, c'est 250 km plus au nord. Certains papillons, seulement 100 km plus au nord. Là où il y a des oiseaux, il n'y a plus de chenilles, extinction de l'espèce. Et là où les chenilles ne sont plus bouffées par les oiseaux, ravage aux cultures. Alors, est-ce que nos agriculteurs sont tous préparés à ça, à la vitesse avec laquelle ça se fait et autres? La réponse est très clairement non. Ça va être extrêmement savant, cette agriculture. On a impérativement besoin donc de l'agroécologie scientifique, dont j'ai dit le plus grand bien jusqu'à présent. Mais vous voyez que quand je dis ça, je ne fais pas l'impasse, parce que vous avez entendu, on va réembocager, retour au fumier, remettre les animaux sur la paille. Je sens des craintes au visage. Ah, monsieur Dufumier, il est pour le retour en arrière. C'est bien la lampe à huile, hein, c'est ça, hein, c'est bien la bougie, monsieur Dufumier. Hein, c'est bien l'âge de pierre. Hein. Non, les champignons mycorhiziens, je suis désolé, nos grands-mères ne savaient pas. Et même toute une série de choses qui résultent de recherches empiriques paysannes pour lesquelles nous allons avoir le plus grand respect. Le scientifique ne va pas devenir scientocrate, c'est terminé. Il ne connaît pas ce qu'est une variété améliorée s'il n'a pas regardé où il est, chez qui il est, les conditions écologiques bien sûr, et les conditions socio-économiques. Non, ça va être une alliance très étroite entre la récupération de savoir-faire et de variétés paysannes qui ont été sélectionnées pour l'adaptation à leur environnement, tolérantes à la présence des pucerons, résistantes à la jaunisse de la betterave. On va devoir récupérer toute une gamme de savoir-faire, mais l'agriculture avec les champignons mycorhiziens et les micro-organismes utiles qui vont être les principaux progrès, je ne vous cache pas, de cette agriculture de demain, je peux vous assurer, ce seront des revenus plus résilients, ce seront des écosystèmes plus résilients, on aura séquestré du carbone dans le sol, on aura contribué à atténuer le réchauffement climatique, on aura évité les émissions de protoxyde d'azote, on aura aussi évité cette principale contribution de l'agriculture française, en tout cas, parce que c'est moins vrai à l'échelle mondiale, au réchauffement climatique. Et donc oui, il y a des formes d'agriculture capables de s'adapter et d'atténuer le réchauffement climatique. Techniquement, moi je vais vous dire, si vous me demandez est-ce que je suis optimiste, la réponse est oui, je suis techniquement optimiste. Par contre, j'aurais une autre question, et j'ouvre le débat. Qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Et je suis prêt à écouter. Je pense qu'il va y avoir un micro. J'ai été trop long? Non. Je suis baladeur de micro et j'ai des questions, commentaires. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Bonjour. Donc pour enchaîner sur ce que vous venez de dire et de conclure, j'ai eu l'occasion d'aider des jeunes agriculteurs à s'installer et donc à commencer leur vie avec un crédit énorme, une agriculture extensive et ensuite à discuter aussi avec d'autres qui étaient là installés depuis quelques années et à dire comment changer pour passer sur une agriculture différente. Et en fait, ils sont tellement coincés dans ce système qu'ils disent ouais, non, mais je suis d'accord avec vous, mais moi, là, je ne peux plus, j'ai toutes mes dettes et
Et là, je ne peux pas, je suis dans un système comme dans un tunnel. Et voilà, donc je ne sais pas si vous avez une idée par rapport à ça. Oui, bien sûr, j'ai la réponse à la question. Rassurez-vous, j'ai toutes les solutions. Alors, merci. Alors, juste, je m'attendais à ce type de question. Alors, j'ai essayé de parler jusqu'à présent comme le scientifique agroécologue, et votre question est hautement politique. Alors moi, je mets un P majuscule à politique, hein, comment on peut gérer notre cité et comment assurer cette transition. Je crois qu'il nous faudrait distinguer deux catégories de transition. Il y a, alors aujourd'hui, c'est un tiers des gens qui s'installent dans l'agriculture, sachez-le aujourd'hui, ne sont pas fils ou filles d'agriculteurs. Et ce sont souvent des gens qui ont peu de capitaux, qui ont accès à peu de terrain et qui sont prêts, eux, à pratiquer une agriculture intensive en travail, donc très artisanale, soignée. On est plutôt dans du maraîchage. Ici, c'est une production de lait, il y a évidemment tout de suite la transformation fromagère. Mais oui, vous avez aujourd'hui des gens, alors là je vous montre une photo de permaculture, c'est la ferme du Bec et Loin, dont les gens disent soit le plus grand bien, soit le plus grand mal, ça importe peu, mais vous voyez que dans un même champ, il y a des quantités d'espèces associées, et il y a même des arbres, enfin je veux dire, voilà. Mais sachez qu'au démarrage, c'est énormément de travail, mais c'est vrai qu'on peut la pratiquer sans trop emprunter, et sans trop avoir l'angoisse du remboursement. Mais par contre, un surcroît de travail, qui s'il n'est pas correctement rémunéré, hein, ça va être ça le débat, et bien effectivement, c'est quasi impossible. Et maintenant, la deuxième voie, c'est quand vous avez déjà en grande culture, alors soit grande culture, c'est-à-dire vous avez investi dans des moissonneuses-batteuses, vous avez investi dans des tracteurs forte puissance et autres, vous avez un endettement extrêmement élevé, l'idée qu'il faut commencer à diversifier, éventuellement acquérir quelques nouveaux équipements pour de nouvelles cultures, et éventuellement embaucher du personnel parce que ça va exiger plus de travail, alors que vous êtes déjà très lourdement endetté, c'est quasiment inaudible. Ce que je raconte là, il faut diversifier, alors qu'eux ont spécialisé pour amortir au plus vite leurs gros investissements, et c'est pareil en production laitière. Hein. La personne qui investit dans 3 robots de traite, si en Bretagne, je dis, vous ne pourriez pas mettre du lin dans la rotation. Les gens me disent, mais attendez, le lin, c'est une machine à arracher le lin. Et même quand je parle de chanvre, et pourtant le chanvre, il y a un débouché dans toutes les régions, c'est presque adapté à beaucoup de régions françaises, ça joue des rôles considérables pour lutter contre les herbes adventices. Donc je crois que la principale contrainte, comme vous dites, le tunnel, c'est le niveau d'endettement. Mais ceci étant, il y a de beaux exemples quand même aujourd'hui de gens qui, dans des grandes fermes, ont réussi à créer de l'emploi, y compris souvent des fermes de grande culture où ils ont remis de l'élevage. Alors, ce n'est pas de l'élevage bovin, c'est trop coûteux, mais c'est souvent ovin ou caprin. Souvent, il y a aussi une transformation fromagère, ou ça même de la grande ferme. Et même quand ils font du blé, moi j'observe les gens qui sont passés en agriculture biologique pour le blé, par exemple, sont devenus aussi meuniers et boulangers. Donc, il y a aussi le circuit court, au prix d'un supplément de travail. Mais quand dans l'unité de production, au lieu d'être seul face à vos climats, face à vos aléas, à vos angoisses, vous êtes 4 ou 5. Et évidemment, vous pouvez spécialiser le travail. Il y aura quelqu'un qui sera plutôt la transformation fromagère. L'autre, ce sera la traite des brebis. L'autre restera sur les céréales en rotation avec du colza. Mais c'est substituable, c'est-à-dire que tout le monde peut prendre des vacances. Le week-end, tout le monde a le droit à un week-end. C'est-à-dire que la contrainte de la traite matin et soir, elle est levée parce que vous êtes dans une unité de production. C'est souvent des gens de familles proches hein, qui s'associent comme ça. Mais il y a de très beaux exemples quand même de ces transformations-là. Mais j'en conviens, je vous le dis tout de suite, plutôt des gens pas trop endettés et des gens qui sont en voie à un certain stade d'âge où la jeune génération va pouvoir s'installer avec les parents. Ça, c'est quand même plus facile. Il n'y a pas de grosses, il y a de nouveaux investissements à faire qui sont plutôt à la recherche peut-être enfin de l'unité de production, mais c'est vrai que ce sera les jeunes. Et quand même, il y a de très très beaux exemples. Sachez que oui, on peut créer, y compris dans des grandes fermes, quand même une agriculture plus intensive en emploi, plus résiliente, plus adaptée au réchauffement climatique et avec sûrement plus de légumineuses, puisque la réintroduction d'un élevage, c'est précisément les céréales vont servir, les pailles vont servir de litière, l'uzerne va servir d'alimentation pour les animaux, et le fumier va servir à fertiliser la betterave ou la pomme de terre. Donc ça y est, on est dans la bonne voie. Voilà, j'avais une question là, parce que si j'ai bien compris la leçon, il faut mettre les animaux sur la paille, et l'agriculture productiviste, mais plutôt les agriculteurs sur la paille. Alors pour sortir de cette situation, il y a un plan de relance qui est en train de se faire, et tous ces lisiers qui sont un peu riches en azote et très peu en carbone, on va les méthaniser maintenant, et on va lancer une agriculture qui va produire beaucoup d'énergie pour sauver le climat. Est-ce que la méthanisation est la véritable solution pour sortir l'agriculture de l'impasse et lui faire
la mettre sur la bonne voie de sauver le climat en produisant une énergie qui est soi-disant renouvelable. Merci. Mais qui appauvrit les sols peut-être en carbone, puisque quand on brûle du méthane, on brûle du carbone et on le remet aussitôt dans l'atmosphère au lieu de le remettre dans le sol. Je sentais que la question était déjà tendancieuse. Rassurez-vous, je vais répondre en élargissant très légèrement le débat, mais en commençant quand même par la méthanisation et en élargissant après le débat sur est-ce qu'il est du rôle de l'agriculture de fournir de l'énergie en substitution de l'énergie fossile, que ce soit du méthane, de l'éthanol ou de l'agrodiesel, donc je vais aller au-delà du seul méthane, ou est-ce que l'agriculture a encore mieux à faire que ces productions que l'on nous dit devoir aller en substitution de l'énergie fossile. Alors la méthanisation, ben, je vais raconter, hein, mais ça a été ma première dispute avec M. Stéphane Le Foll, à qui je rendais hommage parce qu'il a introduit un cours d'agroécologie dans tous les lycées agricoles. Et je peux vous assurer que ça change pas mal de choses dans l'enseignement. Hein, cette agriculture qu'on considérait âge de pierre, bougie, tout ça, aujourd'hui considérée comme trop savante. Passer de ces très arriérés à très savants, je trouve qu'il y a un progrès quand même. Mais bien que je rende volontiers hommage à Stéphane Le Foll d'avoir introduit l'agroécologie, et pas seulement dans le discours, dans l'enseignement, quand même, quand il a commencé à dire en Bretagne, il y a un excès d'azote parce que les animaux, évidemment, ne sont pas sur la paille, et du coup, on va leur demander de produire du méthane, et il y aura un digestat azoté qui n'ira pas rejoindre les algues vertes et qu'on pourra éventuellement utiliser pour fertiliser soit la Bretagne, soit même le bassin parisien, et ce genre de choses. C'était une réunion publique où étaient présents le MEDEF, la FNSEA, la Confédération paysanne, Greenpeace, enfin je ne vous raconte pas, la Fondation Nicolas Hulot. Et j'étais contraint de dire au tout début donc, de cette promotion du méthane en France, M. Stéphane Le Foll, là je ne comprends pas bien. La Bretagne est excédente en azote, mais le constat, c'est que la Bretagne est déficitaire en carbone. Or, le méthane, c'est du CH4, comme vous avez très fort justement souligné, et le CH4, c'est le carbone. Et demander à une région déficitaire en carbone et excédentaire en azote de produire du méthane et éventuellement utiliser un résidu azoté, là je ne comprends pas très bien, je pense que ça ne passe pas la rampe. Vous admirerez mieux quand même qu'il y ait plus de carbone en Bretagne, donc plus de paille, qu'on remette les animaux sur la paille, et l'azote, le carbone va rejoindre le fumier va rejoindre le sol, ça me paraît plus raisonnable que la méthanisation. Au moins dans ce cas précis, je ne manquais pas d'un argument pour dire j'ai l'impression que scientifiquement, ça ne tient pas la rampe. Mais la question dramatique que j'ai posée aussitôt après, mais monsieur Stéphane Le Foll, est-ce que ce ne serait pas le prélude à l'autorisation d'agrandir les élevages porcins en Bretagne? Et là, monsieur Stéphane Le Foll, qu'on se connaissait quand même plutôt bien, j'ai trouvé un peu rouge de honte quand je lui disais que scientifiquement, ça ne passait pas la rampe, et rouge de fureur quand... Et effectivement, ce fut le prélude à l'agrandissement d'élevages porcins. Donc oui, il y a des lobbies, ça aussi, ça rend dans les difficultés, il y a l'endettement des paysans, le tunnel, mais il y a quand même des lobbies qui sont très puissants, et les ministres de l'Agriculture parfois se rendent... alors, je n'ai pas de racisme anti-méthane, je vous le dis tout de suite, il peut y avoir des unités de méthanisation avec des déchets urbains et ce genre de choses. Moi, il faut toujours me dire où on est, dans quelles circonstances, et surtout, les ingrédients qu'on va utiliser pour fabriquer le méthane, au dépend de quoi ça va se faire, c'est-à-dire quel autre usage on aurait pu en faire. Et là, très clairement, en Bretagne, c'était le fumier. Et évidemment, pour l'adaptation et l'atténuation, le fumier, c'est nettement meilleur que le méthane. Alors, vous avez raison, le méthane, après, on va le brûler, ça va dégager du gaz carbonique. Mais enfin, le gaz carbonique est quand même, disons, 28 fois moins réchauffant à l'unité de volume que le méthane. Donc, c'est quand même, si on pouvait produire du méthane en substitution à l'énergie fossile et qu'on soit sûr que les ingrédients destinés à produire le méthane ne soient pas, n'handicapent pas d'autres productions qui auraient été plus utiles, ce qu'on appelle, les économistes appellent ça le coût d'opportunité. Le coût d'opportunité d'une ressource, c'est, je l'utilise, peut-être qu'elle ne me coûte rien en monnaie, mais je l'utilise à cet usage. La question que je me pose, quel coût ça a? C'est-à-dire à quel autre usage je l'aurais utilisé si je ne l'avais pas utilisé à celui-ci. Et précisément pour élargir le débat, la question devient donc sur le territoire français, avec l'énergie solaire, quel est le meilleur usage qu'on peut faire de nos terres agricoles avec l'énergie solaire? Alors ma réponse serait, écoutez, l'énergie alimentaire, bien sûr, donc les hydrates de carbone dont j'ai parlé, mais je vous suggérerais, pas au-delà de nos besoins français et européens. Mais on arrête d'exporter du blé pour ruiner les gens qui produisent du mil et du sorgho. Les paysans ivoiriens auraient le droit de manger du manioc
et non pas manger du pain. On ne va pas continuer avec notre agriculture à faible coût monétaire, mais à grand coût caché, de continuer d'exporter à faible coût, à faible prix, à vil prix, et de ruiner les agricultures paysannes, alors que là-bas, éventuellement je vous montrerai des photos, l'agroécologie peut leur permettre de produire davantage à l'hectare en utilisant un usage intensif de l'énergie solaire, de l'azote de l'air, du gaz carbonique et ce genre de choses. Donc pas au-delà de nos besoins. La deuxième nécessité, c'est les protéines. Et avant de penser agrocarburants, avant de penser agrodiesel, pensons légumineuses. N'oubliez pas que les légumineuses, c'est ce qui nous évite les émissions de protoxyde d'azote et ce qui nous évite les importations de gaz naturel russe ou norvégien. Et là, la principale économie énergétique de notre agriculture, au lieu de faire du méthane en substitution de l'énergie fossile, c'est de faire des légumineuses sur des territoires que vont nous libérer les surcroîts quand on cessera de surproduire de la betterave, du blé et ce genre de choses. On produira des légumineuses, c'est la principale économie d'énergie. On fera aussi des fibres, et puis je veux dire, si éventuellement il nous reste encore des terres disponibles pour faire des agrocarburants, je veux bien qu'on repose la question, mais à l'heure d'aujourd'hui, l'urgence, c'est un plan protéinique. Alors dans le plan de relance dont vous avez parlé, la Convention suite à la Convention citoyenne, il est prévu, mais une somme insignifiante, quand même, un plan protéinique, remettre des légumineuses sur le territoire français. En France, on produira des protéines françaises pour des animaux français, pour des humains français, avec de l'azote de l'air français. Voilà, plus franchouillard que moi, vous mourrez tous, sauf que quand je suis au Brésil, ne l'oubliez pas, les gens me disent qu'ils ne sont pas fiers de produire du soja pour nourrir nos cochons, ils me montrent du doigt, nos volailles, ils me montrent du doigt, ils préféraient nourrir les Brésiliens. C'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à mettre des légumineuses dans leur rotation, dans leurs associations, dans leurs assolements et ce genre de choses, et d'éviter la monoculture. Je ne fais pas de tort aux Brésiliens avec mon petit discours franchouillard. Oui, peut-être pour poursuivre, vous avez coutume de dire que l'agroécologie peut parfaitement nourrir la population mondiale. Population actuelle, près de 8 milliards, population future, surtout 10 milliards. Comment? Parce que ça reste quand même des pratiques qui se développent considérablement en France, mettons en Europe, beaucoup moins ailleurs. Est-ce que c'est vrai que l'agroécologie dans le monde, ça représente encore 4 à 5%, donc très faible? Ou alors est-ce que vous incluez dedans des pratiques des petits paysans en Afrique qui sont la majorité et qui pratiquent un peu comme ça? Quel est votre... comment vous jaugez ça, si je puis dire? Alors ma réponse, elle peut vous apparaître très catégorique, c'est que oui, on peut. Alors on peut, y compris dans les pays déficitaires, accroître les rendements à l'hectare, donc éviter les déforestations. Donc on est dans une agriculture que j'accepte de qualifier d'intensif, mais pareil, c'est un usage intensif de ce qui ne coûte rien et renouvelable ou pléthorique. Regardez la photo, dites-moi si le rendement du sorgho ici ne va pas être supérieur à là. Donc ça, c'est l'agroforesterie. Alors je vais vous dire, cet arbre, il a suivi parfaitement mon cours d'agroécologie. Je veux dire, il va chercher l'élément minéraux en profondeur, il le met il le met dans les feuilles. Cet arbre est une légumineuse, donc les microbes l'aident à fixer de l'azote de l'air. Cet arbre qui vient de perdre ses feuilles-là, il avait développé ses feuilles en saison sèche. Parce que grâce à son enracinement profond, il avait accès à la nappe phréatique, et donc il continue la photosynthèse en saison sèche, et il perd ses feuilles en début de saison des pluies, c'est-à-dire qu'il ne fait pas trop d'ombrage au sorgho, qui est en dessous. Ben, vous l'avez vu, je vais vous dire, vous multipliez en l'espace de 15 ans pour atteindre cette taille, peut-être légèrement plus que 15 ans. Mais pour qu'il joue pleinement son rôle, vous multipliez par 2 à 3 le rendement du mil et du sorgho en l'espace de 15 ans. C'est plus rapide que l'accroissement démographique. On a le droit de plaider pour le planning familial. Je ne dis pas ça pour un discours, allez-y, procréer, proliférer, ce genre de choses. Mais on n'est pas sans solution technique, y compris dans des régions semi-arides, où on envoie des troupes. Alors en même temps, cet arbre a une particularité, d'ailleurs il a une forme d'un peu d'entonnoir, parce qu'en principe il devrait être parasol. Mais comme au moment de la saison sèche, vous avez les éleveurs nomades et semi-nomades qui arrivent, et ces éleveurs nomades, ils coupent les feuilles des arbres, parce que c'est riche en protéines en fin de saison sèche. Les animaux mangent la gousse, vous savez c'est une légumineuse, donc c'est comme le haricot, c'est une gousse, et comme le cacahuète, ils mangent la gousse, et la dormance de la graine est levée en passant dans le tube digestif de l'animal. C'est-à-dire que c'est bien les éleveurs nomades et semi-nomades qui réensemencent les terres agricoles en arbres fertilisants. Alors il y a des gens qui me disent « Ah oui, mais c'est pas en ligne. » C'est pas en ligne. Les animaux ne déposent pas leur bouse en ligne, mais c'est pas vraiment le problème. Donc on arrête ce cirque, mais moi je préfère qu'à la limite on utilise ça que d'envoyer des troupes. Je ne me prononce pas sur l'envoi de Barkhane, mais vous l'avez compris, il faut trouver des solutions gagnant-gagnant, agriculteurs sédentaires, éleveurs nomades,
Et des solutions techniques, on en connaît. Mais par contre, c'est un nouveau droit foncier. Parce que les animaux qui pâturent les terres agricoles, évidemment, pâturent quand le sorgho et le mil est récolté. Et là, il contribue à son rôle fertilisant en semant les choses. Mais il ne faut pas qu'il y ait de surpâturage des acacias. Il ne faut pas non plus que les animaux arrivent quand le sorgho et le mil n'est pas encore récolté. Parce que ça, c'est source de guerre civile. Parce que les guerres civiles, vous savez, ce n'est pas peu les Dogons. Hein. C'est agriculteurs sédentaires, éleveurs nomades, des gars occasionnés aux cultures et des paysans qui viennent installer leurs champs près du campement nomade parce qu'il y a des bouses et parce que c'est fertilisé. Donc, les questions sont de nouveau politiques. Hein. Les vrais obstacles, c'est l'endettement chez certains. Là, c'est un nouveau droit coutumier et on peut travailler. Moi, j'essaie de travailler à ça aujourd'hui, hein. Enfin, en République centrafricaine en ce moment, mais c'est effectivement, il y a des solutions techniques et de bâtir conjointement avec les parties prenantes un accord gagnant-gagnant et évidemment des règles. Est-ce que les animaux vont ensemencer? Très bien, mais quand le jeune arbre pousse, est-ce que, effectivement, c'est la surprise à chaque fois, le ciel nous tombe sur la tête, mais voilà, et l'eau aussi, oui. Voilà, regardez la lutte contre la désertification. Là, ce n'est pas de 1 à 3. Hein. Regardez, on peut cultiver comme sous une forêt. Alors, on ne voit pas que c'est une forêt, parce que l'arbre vient de perdre ses feuilles, on vient de labourer, vous avez vu. Mais on n'est pas sans solution. Alors, oh, désolé. Mais par contre, agroforesterie, là, 200 habitants au kilomètre carré. Tous les arbres sont utiles. Évidemment, il y a le cocotier, il y a le bananier, mais il y a aussi l'arbre à pain, qui est l'équivalent d'une châtaigne. Vous avez des arbres fruitiers. Les arbres de la canopée, c'est des légumineuses qui vont enrichir le sol en azote, qui vont aller chercher des éléments minéraux en profondeur. Mais ici, tous les arbres sont utiles. Et on est passé, alors en l'espace de plusieurs générations, d'une agriculture d'abattis-brûlis, où on brûlait les arbres, on brûlait, voilà. Donc, ben, ça, c'est les Chinois et les différentes variétés, etc. Ça, c'est l'énergie du truc. Enfin, je veux dire, non, dans toutes les régions du monde, on peut accroître effectivement, en s'inspirant de l'agroécologie avec de l'énergie qui n'est pas d'énergie fossile, on peut accroître les rendements. Oui, excusez, je suis long dans mes réponses. Oui, monsieur, je comprends d'autant mieux votre discours que c'est l'agriculture que je pratique depuis une quarantaine d'années. Et il y a 40 ans, je passais, comme vous le disiez, pour le dernier des ringards. Et aujourd'hui, je suis à la pointe du progrès, mais je n'ai rien changé dans ma pratique. Cela dit, je vais vous faire une confidence. Et c'est un secret qui, pour l'instant, était très bien gardé. La Terre est basse. La Terre est furieusement basse. Et tous les ans, tous les printemps, je trouve qu'elle est plus basse. Tout ça pour vous dire que on a pu constater, quand vous parlez d'intensification du travail manuel, du travail manuel dans le travail de la terre, c'est très bien dit comme ça. Traduit en mal de dos, ça prend un tour beaucoup plus concret. Et on a pu remarquer que à l'occasion du confinement, vous savez, il y a eu cet appel, puisque les travailleurs d'autres régions d'Europe, comme disait un journaliste, plus dur à la tâche et peu gourmand en rémunération, n'ont pas pu venir travailler dans nos exploitations agricoles. L'État, le ministère de l'Agriculture a créé une plateforme appelant faisant appel à la candidature. Hein. Tant qu'il s'est agi de faire un clic sur un ordinateur, il y a eu 200 000 propositions. Quand il s'est agi de prendre une pioche, c'est descendu à 15 000. On se heurte là à un problème de civilisation. Je me demande si l'application généralisée de l'agriculture que vous préconisez ne va pas se heurter à une acceptabilité limitée, on va dire, du travail manuel et du mal de dos. Très bien, merci pour la question. Alors, je vais essayer de ne pas être trop long, mais quand même, ça mérite une longueur. Absolument. Le vrai problème de l'agriculture qui relève de l'agroécologie scientifique, elle est moins industrielle, elle est plus artisanale, elle est plus exigeante en travail, il faut le dire très clairement, c'est plus exigeant en travail, et la question de la pénibilité du travail, vous avez raison, demande à être signalée.
Alors, première remarque, il est clair que si le produit de cette agriculture n'est pas correctement rémunéré, il y aura de moins en moins de gens qui vont accepter ce surcroît de travail et sa pénibilité. Alors, je réponds en plusieurs temps. Réduire la pénibilité, à mon avis, c'est la principale chose qu'il nous faut faire quand on pense mécanisation, motorisation, robotisation. Il est clair, la mécanisation, la motorisation, la robotisation ne doit pas remplacer des gens par des machines et mettre les gens au chômage, mais doit d'abord servir à limiter, je fais une petite marche arrière, juste pour vous montrer, et il n'est pas loin la petite bête, regardez cette petite bestiole. Cette petite bestiole se réveille le jour avec le lever du soleil. C'est un panneau solaire. Se couche la nuit à la tombée de la nuit. Donc énergie solaire, énergie renouvelable. Et après, le coût des panneaux solaires, ça peut poser des questions, et c'est vrai que c'est très légitime de la poser. Ce petit robot, on est sur les châteaux du Casse, hein, ce n'est pas les vins les moins bons, hein, mais ils ont compris qu'il fallait laisser un tapis herbacé entre les rangées de vignes, parce que comme ça, quand l'eau s'écoule, elle est ralentie, finira par s'infiltrer, et quand l'eau va sécher, là où il y avait une racine, il y a une galerie pour que l'eau s'infiltre. Donc il faut maintenir un tapis herbacé. Mais ce tapis herbacé, qu'on appelait autrefois mauvaise herbe, il ne faudrait quand même pas qu'elle prolifère trop. Donc on ne va pas la désherber, mais on va la faucher, et c'est ça, c'est donc une faucheuse, c'est un robot faucheur. Et là, quand même, ça allège singulièrement la pénibilité du travail, même sûr que les vignes, ce n'est pas des centaines d'hectares, hein, on est bien d'accord, mais ça allège quand même considérablement la pénibilité du travail, et ça aide quand même singulièrement la vigne à trouver une quantité d'eau suffisante grâce au maintien de ce tapis herbacé. On est vraiment dans une agriculture qui relève de l'agroécologie. Un petit progrès qui relève de l'agroécologie. Donc, ce n'est pas que ringard. Je vous remercie d'avoir insisté sur dire que ça ressemble beaucoup à ce que vous pratiquiez et peut-être pratiquez depuis longtemps. Mais il est clair, les champignons mycorhiziens, les robots comme ça, les drones, nos grands-parents ne savaient pas. Le drone, effectivement, si c'est utilisé pour mettre l'herbicide sur l'herbe, je dis non, on ne va pas devoir utiliser d'herbicide. Mais si le drone, c'est éventuellement de lâcher des micro-guêpes à un endroit où, effectivement, il faut se battre contre des pucerons ou des aleurodes, si c'est énergie solaire, moi, je suis ouvert à tout. Mais je pense que cette agriculture de demain qui relève de l'agroécologie va être hyper moderne. Hyper moderne, mais pas industrielle, artisanale. Il faut rémunérer le travail. Alors, rémunérer le travail, un produit labellisé bio, il y a une certification par une tierce partie. Le consommateur peut se dire, je peux faire confiance, il n'y aura pas trop de résidus pesticides. Il n'a pas tort d'ailleurs. Mais du coup, il est prêt à payer plus cher pour la qualité sanitaire. Et là, c'est le consommateur qui paye et rémunère le surcroît de travail. Mais alors du coup, d'ailleurs c'est ce que me disent souvent les ministres, ils me disent, monsieur Dufumier, on est d'accord, hein, il y a bien un marché de produits bio, mais il faut aussi une production de masse. Alors là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'on dit, les produits bio pour les bourgeois bohèmes, les perturbateurs endocriniens dans la nourriture, cancérigènes probables, pour les couches modestes. Alors là, je m'insurge. C'est toute notre agriculture qui va quand même devoir opérer cette transition agroécologique. Donc il faut rémunérer le travail quand c'est d'intérêt général. Vous séquestrez du carbone, vous mettez en place des mesures qui nous permettent soit le fumier, soit un moindre labour, soit la biomasse, etc., la chute des feuilles. Vous contribuez à séquestrer du carbone dans les sols, ça fabrique de l'humus, le sol sera moins sensible à l'érosion, moins d'inondations dans la vallée et moins de gaz carbonique dans l'atmosphère, c'est d'intérêt général. Écoutez, par voie contractuelle, dites-moi, à quel prix êtes-vous prêt à nous rendre ce service? Vous mettez des légumineuses, vous nous évitez les importations de soja, vous nous évitez les importations de gaz naturel russe et norvégien parce que ça fertilise le sol en azote, vous évitez les émissions de protoxyde d'azote, on est conforme à la COP 21, mais vous nous rendez un service d'intérêt général. Dites-moi à quel prix êtes-vous prêt à mettre des légumineuses dans votre rotation et dans vos assolements? Je vous paye. Et puis vous nous mettez des infrastructures écologiques, vous hébergez des abeilles, vous hébergez des coccinelles, vous hébergez des mésanges, vous hébergez des carabes, vous hébergez des cirques, vous hébergez tous ces insectes auxiliaires. Ça nous évite de mettre des pesticides. C'est d'intérêt général. Mais dites-moi quel prix? Je vous paye. Eh bien, si nous sommes à la veille de la réforme de la politique agricole commune, et fort heureusement, ça y est, on s'est donné un délai supplémentaire, parce qu'on était parti sur le projet de l'ancienne Commission européenne. Maintenant, ça y est, on se donne un délai, je crois, de 2 ans. Ben alors allons-y. Ce qu'on appelle des aides de la PAC. Vous êtes des mendiants, vous avez besoin d'aide. Ah, on va vous aider, mais on va conditionner. Alors, et puis, alors, c'est proportionnel à l'hectare. C'est-à-dire, on va en donner plus aux gens déjà très riches. Alors ça, c'est terminé. La politique agricole commune de demain va rémunérer les paysans droit dans leurs bottes, fiers de ce produit, fiers d'un intérêt général.
Je termine là-dessus. Le temps est passé, mais on trouvera des solutions.